Alors bonsoir à tous. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir John Child, donc grand historien, grand spécialiste de la religion romaine. Alors ce soir, il intervient en tant qu'éditeur scientifique et traducteur d'un document historique majeur. Donc ce document, ce sont les Res Gestae Divi Augusti, donc les hauts faits du divin Auguste, une autobiographie politique qu'Auguste a rédigée lui-même, donc un document de première main. Et donc ce soir, John Child va nous éclairer sur le contenu, le contexte de création de ce texte et nous livrer aussi ses clés d'interprétation sur ce document qu'il connaît parfaitement. Alors, à l'issue de la conférence, vous aurez, comme pour les autres conférences du cycle, une librairie éphémère et une séance de dédicace. Donc, d'ailleurs, vous pourrez acheter ces Res Gestae dont on va parler ce soir dans la très belle édition des Belles Lettres, éditée par John Child. Donc, je précise aussi qu'à l'issue de la conférence, comme pour les autres interventions, vous pourrez poser vos questions aux conférenciers. Je vous donnerai le micro. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne conférence. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je suis ravi de vous voir enfin, parce que je n'ai même pas besoin d'expliquer cette boutade. Vous savez bien pourquoi. Je vous parlerai aujourd'hui d'un sujet qui est autour de tout ce que vous voyez dans l'exposition du musée, la carrière d'Auguste et ses œuvres. Le 30 avril 13 après Jésus-Christ, Auguste déposa, d'après Suétone, 4 documents auprès des Vierges Vestales. Il s'agissait d'une part de son testament privé, inscrit sur 2 tablettes de bois enduites de cire, moyen de communication normal, de l'autre de 3 volumes scellés. Ces tablettes et ces volumes furent lus au Sénat les 3 ou 4 septembre 14, quand Auguste venait de décéder et que sa dépouille avait rejoint Rome. Polybe, l'affranchi et secrétaire d'Auguste, lut le testament privé. C'est ça le véritable testament, ces tablettes. Et ce qu'on appelle souvent faussement le testament d'Auguste, c'est pas ça, c'est les 3 volumes. Ensuite, donc, après Polybe, l'esclave affranchi qui avait lu le véritable testament, Drusus, le fils de Tibère, ouvrit et lut les 3 autres rouleaux. Le premier concernait les ordres relatifs aux funérailles d'Auguste qu'il avait programmés. Le deuxième donnait le résumé des œuvres qu'il avait accomplies. Et le troisième développait la situation de tout l'Empire, un Brevarium totius imperi, un résumé de tout l'Empire. Je passe sur un 4e libelle qui, d'après Cassius Dion, aurait exprimé quelques recommandations d'Auguste plus générales pour l'avenir et pour l'Empire. On ne sait pas s'il a existé ou pas, en tout cas, on ne sait pas ce qu'il contenait exactement. Vous aurez noté que le 2e volumen, est celui qui se trouve à l'origine du document dont je parlerai ce soir, c'est-à-dire les Res Gestae, cet exposé autobiographique particulier, rappelant tout ce qu'Auguste avait fait pour le peuple romain pendant sa longue carrière. D'après Suétone et Cassius Dion, ça passe pas, le PowerPoint. Tout à l'heure, ça passait. Oui, là, je vois ça. Voilà, merci. Donc, voilà le texte de Suétone et la référence à Cassius Dion. Voilà la suite du texte, les 3 volumes. Et puis, voilà ce que nous étions en train de voir. D'après Suétone et Dion, qui s'inspiraient sans doute d'un document littéraire décrivant ces événements, le livre était intitulé « Index rerum asse gestarum », résumé des choses qu'il a faites, de ses actions, de ses hauts faits. Chez Suétone, c'est ça le texte, et chez Dion, « der ergaha epraxepanta », toutes les œuvres qu'il a accomplies.
C'était ça, d'après eux, le titre. Ces indications sont à la fois proches et éloignées du titre qui figure sur les copies épigraphiques de l'exposé des œuvres d'Auguste. Vous avez vu cette inscription tout à l'heure. Enfin, vous ne l'avez pas vue au juste. Attendez, on revient en arrière. C'est ce que vous voyez aujourd'hui à Rome sur le podium de l'Ara Pacis, l'hôtel de la paix. C'est une copie, hein, évidemment, moderne. Sur le titre des inscriptions, vous pouvez lire, qui ont conservé ce document, comme nous le verrons, on pouvait lire ceci. Copie affichée ci-dessous de l'inscription citant les hauts faits du divin Auguste. C'est là que le titre de Res Gestae au génitif apparaît, qui a soumis l'univers à l'empire du peuple romain, ainsi que les dépenses qu'il a effectuées pour la République et pour le peuple romain, dont l'original a été gravé sur 2 piliers de bronze dressés à Rome. Et en grec, c'est plus simple, traduction affichée ci-dessous des actions et des dons que le divin Auguste laissa à sa mort, à Rome, et qui furent gravés sur 2 stèles. Les inscriptions furent donc gravées, comme disent les auteurs, sur 2 stèles, sur 2 piliers de bronze, d'après Suétone, c'est-à-dire en fait sur des plaques de bronze qui furent elles-mêmes fixées sur 2 piliers. Les 2 stèles furent dressées devant le mausolée au champ de Mars, le long du Corso, hein, vous voyez où ça se fait, devant son mausolée. Elles devaient être visibles de tous et conserver la mémoire des hauts faits que les inscriptions fixées sur elles racontaient. Les 2 inscriptions de Rome ont complètement disparu, de même que les copies livresques, même si certains auteurs citent presque littéralement le texte, et seules sont conservées par un miracle des copies découvertes en Asie mineure. Plus exactement à Ankara, à Apollonie de Pisidie, ou Loubourlou, et à Antioche de Pisidie, près de Gelvaj, dans une seule province, la province Galatia, la Galatie, que vous voyez sur l'image. Découverte et publiée pour la première fois au XVIe siècle, les copies d'Ankara figurent sur les murs du temple d'Auguste et de Rome, où se réunissait chaque année l'assemblée des représentants des cités de Galatie pour célébrer collectivement le culte provincial de Rome et d'Auguste. La version latine est gravée en 2 fois 3 colonnes, c'est ce que vous voyez, sur les parois intérieures du pronaos, de part et d'autre de la porte. Les 19 colonnes du texte grec, quant à elles, étaient incisées dans l'une des parois extérieures du temple. D'Apollonie proviennent les fragments d'une autre copie de la traduction grecque, découverte au XIXe siècle et complétée en 1930 par de nouvelles découvertes. Les 7 colonnes de l'inscription recouvraient la base d'un ensemble de statues des membres de la famille julio-claudienne, vous voyez leur nom, dédiés par un notable local, un certain Olympikos. Voilà de quoi a l'air cette inscription, qui est très belle, mais très limitée. Enfin, en 1914, puis 10 ans plus tard, en 1924, environ 270 fragments d'une copie latine du texte furent mis au jour à Antioche de Pisidie, à proximité d'une grande place appelée par une inscription Augustea Platea, la place Auguste, et qui entourait, elle aussi, le temple de Rome et d'Auguste. Encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment était configuré l'affichage de l'inscription qui était placé en 10 colonnes. Et la reconstruction habituelle, c'est de la mettre sous le porche de cette place, de l'entrée vers cette place, comme le document d'Ankara. 4 versions donc, 2 fois du texte latin, 2 fois de la traduction grecque. De minimes divergences exceptées, les textes sont exactement les mêmes. Il s'agit manifestement de copies du document lu au Sénat en 14 et publié sur les 2 stèles placées devant le mausolée d'Auguste. Grâce à l'existence de 4 copies et en dépit du côté lacunaire des versions, alors je vous montre encore la copie d'Antioche, vous voyez que l'état n'est pas terrible, il était prêt à passer au four à chaud.
Et malgré tout cela, il n'y a que quelques passages dont aucun fragment n'a survécu, ni à Ankara ni ailleurs, mais le texte des Res Gestae est en fait entièrement reconstitué et connu. Il a servi depuis Théodore Mommsen à reconstruire l'archétype, le document affiché à Rome au Champ de Mars. Les Res Gestae ne sont pas une énième inscription officielle. L'originalité de celle que Théodore Mommsen, à la fin du XIXe siècle, a appelée la reine des inscriptions, réside dans le fait qu'elle a été pensée et rédigée par l'empereur Auguste lui-même, ou du moins sous sa dictée, pendant les derniers mois de sa vie, parce qu'un aristocrate romain n'écrit pas de sa main. Il dicte et un scribe, un secrétaire note, éventuellement il corrige quelques mots, etc. Mais c'est lui-même qui dictait. Ce document entretient un lien étroit avec l'histoire, non seulement parce qu'il décrit des événements qui ont changé le cours de l'histoire et qu'il émane de la chancellerie du fondateur du régime du Principat, mais aussi parce que son interprétation a une très longue histoire qui se trouve parfois liée à notre propre histoire. Dans l'étude du document, les deux aspects se sont longtemps confondus pour peser sur son interprétation. L'épigraphie s'en ressent dans les deux cas. La reconstruction du document, de sa fonction et de sa nature a été déterminée en effet par l'opinion que les historiens se faisaient d'Auguste et du régime impérial romain. Je vous résumerai, avant d'aller plus loin, les principales idées qui ont présidé à l'interprétation de ce texte. Ensuite, je vous dirai quel est son message politique derrière l'éloge des vertus et accomplissements du défunt. Je passerai sur les nombreuses hypothèses concernant la transmission du texte jusqu'en Galatie, un problème qui a longtemps agité les historiens, notamment entre 1900 et la Deuxième Guerre mondiale, car elles sont dans l'ensemble exagérées et aujourd'hui caduques. Il est à mes yeux inutile de compliquer à ce point l'histoire de ce texte, car on ne peut travailler que sur ce qu'on a, les copies de Galatie et quelques mentions chez les historiens. Un stemma simple, c'est-à-dire un arbre généalogique de la diffusion du document, un stemma simple donc, comme celui-ci, suffit amplement. La copie dérive simplement de l'inscription dressée devant le mausolée, qui la copie du volumen d'Auguste, lu au Sénat, éventuellement corrigé et révisé par Tibère. Une copie officielle en latin fut apparemment établie pour le légat de Galatie, dont nous connaissons 3 répliques. On considérera donc qu'il y avait un archétype à Rome, à partir duquel a été fabriquée la copie envoyée en Galatie, qui a ensuite été sur place traduite en grec. Il en allait de même pour toutes les autres provinces ou cités de l'Empire. Le processus reconstruit pour le Senatus Consulte sur Gnaeus Pison, l'assassin de Germanicus, le gouverneur de Syrie de l'époque de Tibère, qui a été naguère découvert en Espagne, peut donner une idée du cheminement des copies des Res Gestae. Donc, une fois le texte définitivement établi par la chancellerie impériale et par le Sénat, des copies furent confectionnées, sans doute par dictée, et envoyées au gouverneur. Sur place, ceux-ci firent afficher une copie, et d'autres copies furent réalisées éventuellement par leurs services et par les émissaires des cités, toujours par dictée. Ce mode de diffusion explique un certain nombre de légères différences qui existent entre les 4 copies des Res Gestae. Ces divergences sont banales, elles concernent rarement l'ordre des mots, l'orthographe et la manière d'écrire les chiffres, les prénoms ou un terme comme consulibus, cos ou cons, etc., ou en toutes lettres. Et ces petites divergences sont dues aux habitudes des copistes qui prenaient ça à l'oreille. C'était une dictée. Le texte des Res Gestae peut être mutilé, mais dans l'ensemble, il n'en existe qu'une seule version. Et elle a été traduite en grec, sans doute à Ankara, et il y a 1 ou 2 incongruités dans la traduction grecque. Ça ne provient certainement pas de Rome, mais de la traduction locale où on ne connaissait pas très bien les institutions de la ville de Rome. On ne peut manquer de se demander pourquoi on n'a trouvé que 4 copies et dans 3 cités de la même province. La réponse doit être la même que pour le Senatus Consulte de Pison Père que j'ai cité, ou les documents relatifs aux funérailles de Germanicus, l'héritier de Tibère,
ou des jeunes Gaius et Lucius César, les fils d'Auguste, morts avant l'âge, vous les connaissez bien à Nîmes, ou bien plus tard pour l'édit des prix maximaux de Dioclétien. C'est parce que le hasard archéologique les a préservés à un endroit et fait découvrir à cet endroit. Ailleurs, le bronze aura été récupéré et réutilisé, comme d'ailleurs les plaques de Rome qui n'ont jamais pu être retrouvées. Ou alors les documents ont été affichés dans les provinces ou en Italie sur des planches blanchies, des plaques de bois blanchies, sans être jamais transcrits sur la pierre et le bronze, comme on le faisait fréquemment. La transcription sur un support pérenne pour des textes importants, Senatus Consulte Loi, n'était une obligation qu'à Rome. Ou alors les plaques de marbre ont été utilisées pour faire des revêtements de murs une fois qu'elles étaient retournées, ou simplement pour faire de la chaux. Donc tout ça, c'est le hasard, c'est pas une banalité, c'est une banalité, si vous voulez. Venons-en maintenant au texte lui-même et à son contenu. Le plan des res gestae est relativement simple, et je n'insisterai pas. Vous voyez qu'il y a trois parties, d'une part des événements, et puis des dons, des libéralités. C'est ça que le titre disait. Et l'introduction parle d'Auguste jeune et de ses activités militaires, et puis les honneurs qui lui ont été accordés, et aussi les honneurs de ses fils. Puis les libéralités, et puis à la fin, il revient au res gestae 2, il revient aux guerres civiles, aux activités militaires, victoires diplomatiques, etc. Quel est donc... attendez, donc on a parlé du plan, et la première question concerne le genre auquel appartenaient les res gestae que les historiens essayent depuis longtemps de définir. Je vous montre plusieurs interprétations qui ont toutes été rejetées et dont la dernière vous montre l'influence de l'histoire récente, celle de Wilhelm Weber, sur l'interprétation de ce texte. Wilhelm Weber, qui écrivait dans les années 36, qui a fait un très savant commentaire par ailleurs de ce texte, reconnaît en effet dans ce texte l'expression de la pulsion d'une force intérieure extraordinaire et le règne d'une volonté extraordinaire. On n'est pas très loin du triomphe de la volonté, de sinistre mémoire, et de la représentation de l'homme d'État exceptionnel qui serait aussi un grand artiste, comme celui qui était l'idole de Weber dans les années 30. On peut aujourd'hui oublier tout cela et conclure avec Georg Misch, qui est l'auteur d'une monumentale histoire générale de l'autobiographie, qu'un commentarius, c'est-à-dire un compte-rendu d'activité, comme celui-là, ne présente jamais un caractère rhétorique et artistique. Il s'agit donc, si on prend cela d'après Misch, d'une vision de l'œuvre et du régime fondé tel que le vieux princeps les voyait dans son regard rétrospectif. C'est un bilan à portée politique et un avertissement qui est également extrêmement intéressant parce que ce texte est un témoignage direct des faits qui sont rapportés, ce qui est très rare. Indépendamment de l'interprétation qu'elle donne de la naissance du Principat, de l'Empire, les res gestae représentent un document exceptionnel par leur complétude et leur lien immédiat avec le centre du pouvoir. Il ne convient certes pas de leur faire une confiance aveugle, ce qui serait absurde, ni non plus de les mettre systématiquement en doute et de leur préférer, par exemple, Tacite ou Cassius Dion, qui écrivent un siècle plus tard ou 2 siècles plus tard, parce que ceux-ci paraissent juger le pouvoir autoritaire d'Auguste de la même manière que l'historien moderne. Quelle est donc la valeur de ce texte? Les res gestae ne mentent pas. Le document expose les faits du point de vue d'Auguste, c'est vrai, mais il ne ment pas. Il tait certains faits, comme les noms de ses adversaires pendant les guerres civiles, ou décrit parfois les faits d'une certaine manière. Ainsi, quand Auguste proclame haut et fort au début du texte et à sa fin qu'il a restauré la liberté du peuple romain et qu'il a remis le gouvernement de l'État dans la libre disposition du Sénat et du peuple romain, il apparaît aujourd'hui que ces affirmations sont formellement exactes. D'autre part, si la guerre contre Sextus Pompée, le fils du grand Pompée, est qualifiée de guerre contre les pirates de la Méditerranée, Pompée se battait sur mer, le fils Pompée.
tous les lecteurs, malgré ça, comprenaient parfaitement l'allusion et les sous-entendus. C'était des provocations autant que de la propagande. C'était une interprétation des faits, mais non un mensonge pur et simple. Les faits rapportés sont conformes à la réalité et les sous-entendus lourds de sens. Si Auguste écrit qu'il a ramené la légalité, ce n'est pas faux. Une certaine légalité, certes, mais une légalité quand même après le chaos général qui a duré pendant près d'un siècle. Les Res Gestae ne sont pas une autobiographie au sens où l'homme Auguste y révélerait ses pensées et ses réflexions intimes sur sa vie. Formellement, les Res Gestae, je l'ai dit, sont une autobiographie politique, une autobiographie du gouvernement d'Auguste, et seulement de cela, plus les dons qu'il a faits, etc. Le texte fait raconter au vieux prince la construction du principat en mettant à sa place tous les éléments importants de ce régime. Mais il ne faut pas considérer ce régime comme un texte historique. Non seulement le récit n'est pas exhaustif, mais il expose en fait la structure et les fondements du principat. Ce procédé n'est pas surprenant, car les Romains, vous le savez sans doute, n'ont jamais rédigé de constitution de leur régime politique successif. Pour présenter la structure du nouveau régime, Auguste raconte simplement sa naissance. Cet exposé autobiographique rétrospectif est fait pour le futur. Les Res Gestae ne glorifient pas seulement les hauts faits et les libéralités du prince qui sentait la mort approcher ou venait de décéder, elles présentent également comme une constitution générale du principat, donnée sous forme de ce récit autobiographique dans lequel Auguste essaye, en s'appuyant sur son auctoritas, son pouvoir d'initiative publique et son prestige suprême, d'imposer à ses successeurs, autant qu'aux Romains, un modèle de régime politique capable de survivre à sa mort sans que Rome ne retombe dans les conflits politiques qu'il avait déchirés depuis un siècle. Je vais extraire maintenant du texte quelques passages pour illustrer en quoi cette autobiographie était la recommandation d'un régime politique donné et aussi une exhortation à tous de ne pas oublier que celui-ci pourrait éventuellement être à nouveau défendu. Commençons par le début de l'inscription, qui est évidemment le passage le plus fort, car le texte, c'est le passage que tous lisent. Il concerne les débuts d'Octavien et en fait une indication très nette sur ce qui attend ceux qui s'attaqueraient au nouveau régime fondé en 29 avant Jésus-Christ. Cette ouverture délivre de façon relativement violente plusieurs messages politiques. Plus que de la célébration de son action, il s'agit d'un avertissement sans ambages. Auguste invite les sénateurs auditeurs de la première lecture de ce texte et les futurs lecteurs des inscriptions de son bilan à ne pas tenter d'attaquer le régime de la République, de l'État, comme cela s'était fait un demi-siècle plus tôt. Il laisse entendre en sous-entendu que son associé et successeur, Tibère, fera comme lui et réunira tout de suite les forces nécessaires pour parer à toute tentative de subversion. Je cite, « À l'âge de 19 ans, par décision personnelle et à mes propres frais, j'ai levé une armée avec laquelle j'ai rendu la liberté à la République opprimée par la tyrannie d'une faction, les assassins de César. » Il rappelle ensuite, plus précisément, les événements qui marquèrent les mois successifs à l'assassinat du 15 mars 1944. Je cite, « Pour cette raison, le Sénat, par des décrets honorifiques, me coopta dans son ordre sous les consuls Gaius Pansa et Aulus Ursius, en 43 avant Jésus-Christ, en me conférant le droit de donner mon avis au Sénat parmi les anciens consuls. En outre, il m'accorda l'imperium. Il me confia le soin de veiller en qualité de propréteur, d'ancien prêteur, conjointement avec les consuls, à ce que l'État ne connût pas de dommages. Le peuple, quant à lui, m'élut la même année consul, après que les deux consuls, cités plus haut, étaient tombés à la guerre, et il fut aussi élu triumvir chargé de la restauration de l'État. Fin de la citation. On constate qu'il insiste notamment sur sa position institutionnelle. Il était encore très jeune, mais malgré tout, le Sénat en fit un propréteur
qui reçut donc l'imperium, le droit de commandement suprême, comme l'ont les consuls, mais aussi les prêteurs et les anciens prêteurs, et il avait le droit au Sénat de donner son avis parmi les anciens consuls, ce qui était déjà un peu plus. Cet imperium servirait notamment à combattre ceux qui attaqueraient l'État, non seulement le parti des assassins de son père, Jules César, mais aussi des Césariens comme Antoine et Lépide, qui étaient tout sauf clercs après l'assassinat de César. Et en tant qu'il tentait de composer avec les assassins, et surtout de se débarrasser de l'héritier de Jules César. Octavien réussit à contrôler les événements, même à se faire élire consul quand les consuls en exercice furent tombés au cours des combats qui eurent lieu contre les Antoniens, notamment en Italie, et à se faire donner avec Antoine et Lépide, les choses vont très vite ces années-là, ces mois-là, par une loi du peuple, la charge de restaurer l'État. Ce qui est intéressant, c'est qu'Auguste présente dans ces deux phrases les principes et les voies de son action pour le bien de l'État, évidemment. Il n'hésita pas à mobiliser en tant que particulier des troupes à cet effet, entre parenthèses, aussi pour se protéger de Marc-Antoine, qui était un adversaire redoutable et qui ne l'aimait pas. Et il se fit accorder ensuite par élection et par voie légale des pouvoirs traditionnels, comme l'imperium de propréteur, puis de consul, et des pouvoirs d'exception, comme la fonction et le pouvoir de triumvir du groupe des Trois, destiné à restaurer la République. Ce très bref, concis, résumé des années les plus dangereuses de la guerre civile consécutive à la mort de César expose également ce qui sera toujours le principe d'action d'Octavien Auguste, se faire accorder par voie légale des pouvoirs équivalents à ceux des consuls, mettons, ou des autres magistrats, un pouvoir comme dictateur, etc., simplement au niveau des consuls et autres magistrats, pour intervenir dans les événements et gérer ainsi l'État. Nous y reviendrons. La description de la guerre contre les assassins de César qui suit, nous sommes à la fin, cette fois-ci, des Res Gestae, au chapitre 34, quand il recommence à parler de 28 avant Jésus-Christ. Cette description claque comme un coup de fouet. Je cite. « Ceux qui ont assassiné... c'était le texte précédent encore, non ? Non. Je reviens. C'est difficile. Voilà. C'est le 2. Ceux qui ont assassiné mon père, je les envoyais en exil. Je vengeais leurs crimes en vertu d'actions judiciaires conformes à la loi. Et quand après cela, ils firent la guerre à la République, je les ai vaincus 2 fois en bataille rangée. Il faut comprendre ce qu'il appelle les actions judiciaires conformes à la loi, celles qui étaient conformes à la loi Pédia, qui condamnait dans les plus brefs délais les présumés membres du complot, généralement en leur absence, à la perte de leurs biens et à la peine capitale. Ce sont les terribles proscriptions qui étaient liées à cela, qui suivirent immédiatement le vote de la loi et qui étaient destinées à se saisir des condamnés, à exécuter, n'importe qui pouvait exécuter la sentence. C'est en ces termes très durs, 40 ans après les faits, qu'Auguste décrit froidement la fin des conspirateurs et de leurs complices, parmi lesquels il y avait entre autres Cicéron. Les deux batailles qu'il mentionne sont bien sûr celles de la défaite des conjurés à Philippe en 42. Mais pour ceux qui ne comprendraient pas cet avertissement et ce qu'il a mis au début des Res Gestae, il ajoute une précision glaçante. J'ai fait souvent des guerres sur terre et sur mer, civiles ou extérieures, dans le monde entier, et après la victoire, j'ai épargné tous les citoyens qui demandaient grâce. Les guerres dont il s'agit sont avant tout celles contre des citoyens, donc des guerres civiles contre les partisans de Brutus et de Cassius, réfugiés à Modène, à Pérouse en 41, Modène 43, contre Sextus Pompée en Sicile, et enfin contre Marc-Antoine à Actium. 31. Apparemment, Auguste se montre clément. Nous lisons bien
Après la victoire, j'ai épargné tous les citoyens qui demandaient grâce. Moi, je suis dans ces manières de penser et je sais que ça voulait dire que ceux qui ne demandaient pas grâce, il les faisait tuer purement et simplement. Ceci rappelait certainement aux sénateurs en 14 qui entendaient ces passages et aux lecteurs les plus âgés, Thérèse Gestet, un épisode comme celui du siège de Pérouse en 41, quand il fit exécuter 400 personnes de l'élite sociale de la cité de Pérouse. Pour ne pas être mal compris, il ajoute d'ailleurs, c'est le deuxième sous-chapitre, quant aux peuples étrangers à qui on pouvait pardonner en toute sécurité, j'ai préféré les conserver que les exterminer. Cette phrase décrit parfaitement ce qu'on appelle communément la clémence d'Auguste, et je crois que tout le monde la comprenait aussi comme un commentaire à ce qui se précède. Elle signifie qu'en cas de conflit grave, il vous pardonne si vous ne présentez plus de danger. Vous vous excusez et vous ne présentez plus de danger, autrement, il vous exterminait, comme il dit. Cette phrase valait très clairement aussi pour les autres belligérants, et on se rappelait qu'à des citoyens qui lui demandaient le pardon après avoir été battus dans ces conflits civils, il répondit simplement « il faut mourir maintenant », sans aucun doute parce qu'il les jugeait encore dangereux, comme dans notre passage. Placer ces phrases lapidaires et brutales à l'ouverture de ce document dépend de toute évidence de la volonté de signaler à tous qui auraient l'idée saugrenue d'attaquer le régime mis en place une quarantaine d'années plus tôt, nous sommes en 14, qui pouvait être certain que Tibère réagirait de la même manière. Dans les dernières phrases du document, il revient d'ailleurs à la question de ses pouvoirs et notamment à la conséquence de la victoire finale sur Marc-Antoine et Cléopâtre à Actium, pour décrire la fin du triumvirat et la mise en place d'un nouvel équilibre institutionnel. Je lis. Pendant mon 6e en 28 et mon 7e 27 avant Jésus-Christ consulat, après avoir éteint les guerres civiles, étant en possession du pouvoir absolu, avec le consentement universel, je transférais la République de mon pouvoir dans la libre disposition du Sénat et du peuple romain. Pour ce mérite, je fus appelé Auguste par Senatus Consulte. Les montants de la porte de ma maison furent revêtus sur ordre public de laurier, vous le voyez dans l'exposition en dessous. Une couronne civique en feuille de chêne fut fixée au-dessus de la porte de ma maison, et dans la curie fut accroché un bouclier d'or que le Sénat et le peuple romain offraient en raison de ma vaillance, de ma clémence, de ma justice et de ma piété, ainsi que l'inscription figurant sur ce bouclier l'atteste. Depuis ce temps, je l'emportais sur tous en autorité, mais je n'avais pas plus de pouvoir que tous ceux qui ont été mes collègues dans une magistrature. Il décrit sa position en 28 et 27 avant Jésus-Christ comme la possession d'un pouvoir absolu avec le consentement universel. Mais comme sa tâche de refonder la République était achevée, il transféra la République, l'État, au Sénat et au peuple romain, ainsi que, par ailleurs, une monnaie, un revers de monnaie, le proclame. C'est ce qui se fit en décembre 28 et en janvier 27. Octavien ne regrettait rien, car il détenait jusque-là le pouvoir complet et surtout le commandement de toutes les légions de l'Empire. Le 13 janvier 27, il rendit donc officiellement ses pouvoirs, non sans avoir oublié de laisser une journée à tous ceux qui voudraient porter plainte contre l'illégalité de certaines des mesures prises par les triumvirs. Il a été une journée, vous aviez le temps de porter plainte contre tout cela et d'être jugé. Mais ce n'est pas évident que vous étiez condamné d'ailleurs, mais une journée, et ça suffisait. Cet acte d'État avait indéniablement comme objectif de rétablir le fonctionnement des institutions. En échange de cette abdication des pouvoirs d'exception, Octavien reçut le surnom d'Auguste, ainsi que d'autres signes de remerciement qui reviennent beaucoup à l'époque augustéenne, notamment les 2 lauriers encadrant la porte de sa maison et le fameux bouclier des vertus
dont cette copie a été retrouvée à Arles. Après cela, Auguste caractérise brièvement sa position. Depuis ce temps, je l'emportais sur tous en autorité et je n'avais pas plus de pouvoir que tous ceux qui ont été mes collègues dans la magistrature. Ce qui est exact, car comme on pourra le relire dans le reste du texte, soit il se faisait élire par l'Assemblée, mais plus rarement à une fonction telle que le consulat, soit il était revêtu des pouvoirs de magistrat sans être magistrat. Ainsi, le 26 juin 23 avant Jésus-Christ, il reçut la puissance tribunicienne, le pouvoir d'un tribun de la plèbe sans lettre, c'est-à-dire le droit d'opposer son veto à un acte de magistrat, d'assister au Sénat et d'y présenter une motion, sans oublier la sacro-sainteté qui protégeait l'intégrité physique des tribuns. Mais la puissance tribunicienne devait aussi être renouvelée chaque année, au point que son nombre, qui était compté, devint un des éléments de la chronologie, comme ses autres pouvoirs, l'acclamation impératoriale ou ses consulats. Je passe sur le consulat qu'il utilisa pour gouverner au début de 31 à 23, pendant que toute cette procédure de définition des pouvoirs était en cours et que les gens aussi se remettaient à faire la carrière dit des honneurs, à être magistrat, ce qui coûtait beaucoup d'argent aux individus. Et en 31, ils étaient tous ruinés par la guerre civile. Donc, jusqu'en 23, il se charge de tout en tant que consul, mais après, il ne revêtit plus qu'exceptionnellement le consulat. Enfin, il reçut également des acclamations impératoriales des troupes et du Sénat, ce qui donnait encore d'autres dates qui pouvaient dater. En fait, en 27, il avait partagé pour 10 ans avec le Sénat la gestion des provinces de l'Empire, en gouvernant, grâce au pouvoir consulaire, les provinces où étaient stationnées les légions, sauf une province, l'Afrique, où restait une légion. En 19 avant Jésus-Christ, on autorisa Auguste à exercer son impérium aussi à Rome et en Italie. J'arrête là pour les divers pouvoirs qui définissaient les pouvoirs constitutionnels du prince et qui lui permettaient de contrôler la vie politique, militaire et le gouvernement des provinces, mais aussi une grande partie de la vie politique et de l'ordre public à Rome. C'est grâce à ce système qui mit un terme au fonctionnement traditionnel de la République, où tout le pouvoir était aux mains des consuls, des proconsuls et du Sénat, que Rome sut éviter la poursuite des effets catastrophiques de la conduite des grands de Rome, qui ne cessaient de s'affronter avec la troupe de la province qu'ils avaient réussi à obtenir du Sénat et qui désormais leur servait d'arme pour se saisir du pouvoir absolu. Le deuxième point que je voudrais traiter concerne ce qu'Auguste appelait la restauration de la République. Cela impliquait le retour de la paix, la remise en ordre de la gestion de l'État, le retour des traditions institutionnelles avec les élections régulières et le vote de lois. Tout cela, il l'a fait, je ne vais pas entrer dans le détail. Je voudrais prendre comme exemple ce qu'il fit, d'après les restes gestés, sur le plan religieux, car le thème de l'exposition appartient à ce domaine. Que disent les hauts faits de la religion? Il y a plusieurs types d'informations, lapidaires comme le reste, mais avec un contenu clair. Ainsi, dans le rappel de sa carrière politique, il mentionne clairement tous les sacerdoces auxquels il appartenait. D'abord, les 4 sacerdoces majeurs de l'État, ce qui est important, vous les avez là, grand pontife, augure, etc. Mais ce n'est pas... c'était important, mais ce n'est pas tout. Car les élections sacerdotales avaient été relativement négligées pendant les guerres civiles ou bien détournées de leur objectif. Et surtout, il se fit, c'est ça qui est important, il se fit à chaque fois élire, donc progressivement, au gré des places qu'il y avait dans ces collèges. Il faut souligner qu'il n'y avait pas beaucoup de prêtres publics à Rome. Dans 3 de ces 4 collèges, il y avait respectivement 19 membres. Dans le 4e, 10. Donc désormais, un siège sur les sièges respectifs de ces collèges revenait au prince. Et surtout, cette présence d'Auguste était destinée à mettre en évidence l'intérêt qu'il accordait à ces institutions malmenées pendant la guerre civile, mais aussi qu'il les contrôlait désormais de l'intérieur. Ça, on peut en être sûr.
Les 3 sacerdoces suivants sont particuliers. Il s'agit de 3 restaurations religieuses, de vieux cultes qui avaient été complètement oubliés. Octavien les restaura avant 27, à partir de 32 environ, et fut même membre de ces sacerdoces particuliers consacrés, les Arvales, au culte d'une déesse liée à l'agriculture. Vous avez un Arval dans l'exposition, c'est Antonin le Pieux. Les Sodales Titii de Titius, au culte du roi Titus Statius, ou des cultes créés par lui, on ne sait pas très bien. Et enfin les Fétiaux, qui était un vieil sacerdoce chargé d'effectuer des rites liés à la communication diplomatique avec les cités ou les pays. Octavien avait déjà restauré ce collège avant 32 avant Jésus-Christ, quand il déclara en tant que Fétial la guerre à l'Égypte. Les autres documents prouvent que ce que Octavien voulait faire savoir dès les années 32-30 avant Jésus-Christ, c'est que la restauration de la République était en cours. Car il faut savoir que les collèges de prêtres et les cultes qu'il contrôlait ou célébrait étaient des cultes d'État. Il y a notamment un des paragraphes qui souligne son comportement, celui qui concerne le poste de prêtre le plus brillant, celui de président du collège des pontifes. Je cite, c'est 10.2. « Devenir grand pontife à la place de mon collègue, toujours vivant, et bien sûr, c'est l'Épide, il ne dit pas le nom, je le refusais, bien que le peuple voulût m'attribuer ce sacerdoce que mon père, Jules César, avait détenu. En 44, en effet, après l'assassinat du grand pontife César, l'Épide profita des désordres qui éclatèrent pour se faire élire en catimini grand pontife. Il faut savoir que les prêtres d'État à Rome étaient élus par le peuple. Après la défaite et l'arrestation du triumvir Lépide en 36, les partisans d'Octavien avaient voulu priver le prisonnier immédiatement de sa fonction et l'attribuer à Octavien. Mais ce dernier en fit un principe. Il respectait le vote du peuple. L'État est de retour. En même temps, il condamna Lépide à l'exil, à Terracine, près de Rome, et au silence, et ne manquait aucune occasion pour le ridiculiser. En 13 avant, Lépide eut la bonne grâce de mourir, et désormais rien ne s'opposait à l'élection d'Auguste au grand pontificat. Mais une fois de plus, il utilisa l'occasion pour communiquer, comme nous dirions. Les élections sacerdotales se déroulaient traditionnellement en mars. Lépide étant mort un mois inconnu après le mois de mars, Auguste ne se fit pas tout de suite élire grand pontife, mais il attendit patiemment presque une année avant de se présenter à cette élection, le tout pour faire voir son respect de la tradition. Et ce sacerdoce, lisons-nous dans les Res Gestae, je l'ai reçu après un certain nombre d'années, sous les consuls Publius Sulpicius et Gaius Valgius en 12, quand celui qui l'avait occupé en faveur des troubles de la guerre civile était mort. Une foule telle qu'on n'en avait jamais vu à Rome avant ce jour, semble-t-il, afflua alors de l'Italie tout entière pour participer à mes comices, à mon assemblée élective. Vous comprendrez pourquoi il utilisa l'occasion pour en faire à nouveau une sorte de plébiscite sur sa personne. Vous ne trouverez nulle part dans les Res Gestae la moindre allusion au culte que nous appelons impérial et que concerne votre exposition. Auguste était toujours opposé à ces manifestations. En revanche, il autorisa une série d'hommages indirects qui le mettaient au-dessus des concitoyens. Ainsi autorisa-t-il des initiatives religieuses destinées à remercier les dieux pour son retour à Rome, comme en 19 avant Jésus-Christ, quand il y avait des désordres à Rome et qui revenaient rapidement de Syrie. Ou en 13, quand il revint de Gaule et d'Hispanie, ce qui marquait la paix dans les provinces du Nord. En 19, avant Jésus-Christ, on construit un temple à la fortune du retour, comprenez de son retour, en 13 avant Jésus-Christ, de son retour de Syrie. Et puis en 13 avant Jésus-Christ, on recourut une nouvelle fois à une autre divinité qui reçut un autel au Champ de Mars, qui existe encore aujourd'hui, le fameux autel de la paix Augusta, qui célébrait son retour et le retour de la paix en Gaule et en Espagne.
Dès cette époque, on commença donc à célébrer un culte indirect du prince en célébrant sa capacité d'action heureuse, ici la paix qu'il avait réussi à imposer. Ce type de divinité et d'hommage devint une des voies les plus fréquentes des dommages à l'action divine des princes. 3 paragraphes rappelaient aussi tous les temples qu'il construisit, reconstruisit ou restaura. Comme il le souligne, on est dans les conclusions de ce chapitre, en 28 avant Jésus-Christ, il a restauré 82 temples à Rome. Même s'il a compté aussi la réfection de la peinture de quelques portes dans ce nombre de restaurations, ces travaux et les embarras de circulation qu'il ne pouvait manquer de susciter dans le centre de Rome devaient être très spectaculaires et annoncer très clairement, une fois de plus, que l'État et l'ordre étaient de retour. 2 autres chapitres continuent ces énumérations en concluant par la célébration des Jeux séculaires de 17, c'est dans le 22, de 17 avant Jésus-Christ, soit 10 ans après le grand règlement constitutionnel de 27 qui marqua le début du Principat. Ces Jeux, également restaurés après un oubli de près de 2 siècles, célébraient la disparition d'une génération, d'un saeculum séculaire, c'est jeu de la génération, et la naissance d'une nouvelle. Et ainsi, ces Jeux fêtaient en quelque sorte le début d'une nouvelle ère. Et ces manifestations ne concernaient pas toute Rome. Un paragraphe évoque aussi le retour dans les sanctuaires d'Asie des objets volés par, je cite, celui avec qui il avait été en guerre, Marc-Antoine, dont le nom est, une fois de plus, damné de mémoire. Je répète que nulle part dans tout ça, il n'est question d'honneur divin accordé de leur vivant à Auguste et aux membres de sa famille, ni d'ailleurs après leur mort. Tout ce qu'on peut relever, c'est qu'il souligne son activité dans la construction du temple du divin Jules, ce qui peut laisser sous-entendre qu'il ne s'opposait pas à une mesure pareille concernant sa personne. Ces 2 exemples que j'ai plus longuement développés illustrent la nature de ces hauts faits autographes. Il s'agit certes d'un bilan, comme on peut le trouver sur les inscriptions honorifiques ou sur des monuments funéraires, à la seule exception qu'il est beaucoup plus développé que les documents habituels. C'est une très longue inscription. Et on n'est pas étonné de constater qu'il a été diffusé dans les provinces, même si pour l'heure, un seul témoignage de cette diffusion a été retrouvé en Galatie, où peut-être le gouverneur faisait du zèle, ou alors avait jugé qu'il fallait graver ça sur des monuments durables, pérennes, ce qui ne se faisait pas forcément ailleurs, ou c'est un hasard. Mais j'ai confiance, on va essayer en Narbonnaise de travailler un peu, de trouver un fragment des Res Gestae. Peut-être que les Espagnols en trouveront un. Alors, il faut lancer la concurrence. Et je suis sûr qu'on en trouvera. Dans les siècles à venir, on en trouvera. Mais c'est ainsi que c'est ce hasard qui fait que nous avons juste le témoignage de Galatie. Les Res Gestae elles-mêmes, et ce n'est guère étonnant, font d'une part l'énumération de tout ce que le prince défunt avait réalisé sur le plan militaire, institutionnel et social. C'est aussi l'énumération de tous les honneurs qui lui avaient été attribués, mais ils ébauchent aussi, de l'autre côté, ce qu'on peut considérer comme une constitution du nouveau régime tel qu'il l'avait voulu, destiné à éviter les catastrophes politico-militaires de la République finissante. Et en privant éventuellement les grands chefs de guerre romains comme Pompée, César, Antoine, il aurait certainement fini comme ça, de la tentation du coup d'État et d'accaparer le pouvoir de façon tyrannique. Cette époque constitutionnelle insistait volontiers aussi sur l'opposition entre la sagesse du prince qui avait su refuser les pouvoirs que les citoyens et ses partisans enthousiastes voulaient lui conférer, en soulignant qu'il n'avait accepté ces pouvoirs exceptionnels que pour un temps limité, quand il le faisait, et toujours avec un collègue, comme pour le principal pouvoir, l'imperium, pris pour une année,
Et il le reçoit, enfin pendant 10 années, pardon, mais il était renouvelé aussi chaque année. Et il avait comme collègue Agrippa d'abord, puis Tibère. Tout ça n'est pas de la propagande au sens de M. Goebbels, c'est simplement de la bonne communication, mais c'est aussi quelque chose qui s'est fait. Enfin, je l'ai dit au début, la brutalité même des premières lignes de l'inscription diffusait aussi une menace claire à l'égard de ceux qui rêveraient maintenant, encore une fois, à tenter leur chance. Et qui connaissait son successeur Tibère savait que même s'il était plus attaché à l'ancien régime politique qu'Auguste, il n'était guère enclin à tolérer des expériences politiques déviantes. Voilà donc le portrait rapide de la reine des inscriptions, avec tout son arrière-plan militaire, de complot, etc., et son lot d'informations de toute nature sur les premières décennies du nouveau régime du Principat et qu'un miracle épigraphique a préservé. Il est indéniable que si nous ne possédions pas ce document, notre connaissance du nouveau régime politique créé après la dernière guerre civile de Rome, avant l'Empire, hein, j'entends bien, serait beaucoup moins précis et nous fantasmerions beaucoup plus sur le régime augustéen. Et c'est grâce à cette connaissance que nous pouvons à la fois apprécier ce qui est effectivement arrivé et toute sa violence. On peut aussi apprécier la communication et la propagande saine, disons, d'Auguste, et puis les dangers qui pesaient toujours sur Rome. Et on voit que ce vieil homme n'est toujours pas rassuré. Il sait que Tibère est quelqu'un de solide, mais il connaissait le caractère de Tibère, qui a d'ailleurs fini par s'exiler à Capri. Ce n'était pas gagné, et on le sent dans ces termes. Mais d'où la brutalité du début, que ce vieillard, après 40 ans, il aurait pu raconter ça de façon un peu plus alerte, mais s'il le fait, c'est qu'il savait que ce n'était pas gagné. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la religion et pour le culte impérial, un texte comme celui-là nous aide aussi énormément pour comprendre ce sujet très compliqué qu'est le culte impérial. Je vous remercie. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Merci. Juste une petite information. Dans la mesure où le texte a été révisé par Tibère, est-ce qu'on sait si Tibère a réalisé quelques modifications ou simplement... Non, je pense que vraiment, c'était impossible. Auguste, enfin, on ouvre, il a donné au Vestale en 13 avant Jésus-Christ. Et le sanctuaire des Vestales était inviolable. Et ça se serait su que des sbires de Tibère se seraient introduits alors qu'Auguste aurait été encore en vie. Puis on l'a fait venir directement du sanctuaire de Vesta à la Curie, ça fait 200 mètres, on n'a pas pu intervenir. Et puis ça a été lu au Sénat, tel quel. Et il y a 600 sénateurs, enfin ils étaient un peu plus nombreux, mais il a tout de suite aussi vidé, il y avait 1000 sénateurs. Il a mis de l'ordre là aussi, mais il y avait une foule de sénateurs qui avaient entendu tout ça, et même peut-être pris quelques notes, etc. Et puis alors, c'était, je crois, impossible. Non, ce que Tibère a dû faire, il a regardé si le texte correspondait à la copie, éventuellement changer des choses où on voyait que c'est Auguste qui avait demandé cela, et que maintenant, lui, il mettait son sceau et transmettait pour diffusion à sa chancellerie. C'est en ce sens qu'il a dû le réviser, mais pas autrement. Et puis donner l'ordre de le faire graver tel quel devant la tombe, et puis sans doute l'envoyer au gouverneur, au camp de Légion, etc. Je vous remercie. D'autres questions ? Comment peut-on expliquer qu'il n'est rien prévu pour sa succession dans le temps, puisque finalement il s'inquiétait pour son régime. D'accord, il avait prévu Tibère, mais bon, c'était presque un second choix.
je dirais, dans son espérance à lui. Et comment se fait-il qu'en fait, il n'ait pas laissé quelque chose pour un petit peu stabiliser les successions? Je dirais, la première réponse, c'est que justement, il joue le jeu. Il dit, j'ai fait une constitution qui consiste à accepter de donner à quelqu'un, avec un collègue, des pouvoirs sans qu'il soit magistrat. Vous gouvernez, je parle aux sénateurs, vous gouvernez l'État, l'Italie et les provinces, par les voies traditionnelles, sans faire la guerre, et les pouvoirs, notamment, donnés à quelqu'un, à deux personnes, c'est notamment le pouvoir sur l'armée, pour pas que le désordre recommence. Voilà mon système. C'est ça que je recommande. Donc, il ne peut pas en même temps dire « et maintenant, on vote pour monsieur un tel ». La deuxième réponse montre le côté quand même très organisé de monsieur Auguste, parce que Tibère était déjà en place. On a bien sûr, on a spéculé, chez les Romains, Auguste n'aimait pas Tibère, qui était un pisse-vinaigre. C'était quelqu'un de grognon, un peu paranoïaque, et c'était quelqu'un d'extrêmement capable, qui a conquis la Germanie, après son père. Son père était déjà Drusus capable, et après lui, c'est son père, quand il est mort dans un accident, c'est Tibère qui a pris la suite. C'était quelqu'un d'extrêmement capable, de très bien éduqué, etc. Mais grognon, toujours de mauvaise humeur, pas agréable. Il n'aimait même pas sa mère, donc c'est tout vous dire. Et Livie levait les bras au ciel quand elle le voyait. Mais Auguste, il avait prévu d'abord les jeunes Césars, que vous aimez bien, ils sont morts. Puis Germanicus, puis Tibère et Germanicus, les deux hommes déjà en place. Et ça a fonctionné, sauf que Germanicus est mort ensuite rapidement, mais ça, Auguste ne pouvait pas le savoir. Mais en 14, ou en 13, il y avait deux personnes en place. Tibère avait déjà l'impérium pour 10 ans. C'est-à-dire au moment où on a dit Auguste est mort, simplement la source des ordres de gouvernement, de ce qui comptait, la caisse de l'État, l'armée, ça passait au numéro 2, à Tibère, qui avançait en numéro 1, et Germanicus était numéro 2. Et il est parti tout de suite sur le front de Germanie à essayer de restaurer les choses après la défaite de la forêt de Teutobourg. Il y avait un grand désordre dans l'armée de Germanie. Donc, il n'y avait pas à choisir. Le choix a été fait et les citoyens avaient voté. C'est ça tout le côté diabolique du système d'Auguste. On a un système qui permet d'éviter les aventures. On sait qu'il y a des hommes forts. Ben voilà, Tibère, et il aura un second à ses côtés. Et tous les deux reçoivent maintenant, ou Tibère d'abord avec Auguste, et ensuite Germanicus, une fois que Tibère était devenu le numéro 1, ils reçoivent ses pouvoirs sans être magistrats. Et le reste continue comme avant, si vous vous conduisez correctement. Parce que sachez que Tibère, et ça tout le monde le savait, s'il faut faire la guerre contre des traîtres qui se soulèveraient de nouveau, on peut lui faire confiance. Donc c'est une double réponse. À la fois ce système créé, où pour des raisons d'honnêteté et de communication élémentaire, il ne pouvait pas imposer brutalement quelqu'un. Et deuxièmement, de toute façon, ce n'était pas la peine, puisqu'il l'avait déjà imposé, avec l'approbation des citoyens, parce qu'ils votaient pour tout ça. Voilà, c'est le nouveau régime, on ne pouvait pas prévoir que ça allait durer. Ça aurait pu immédiatement sombrer dans de nouvelles conspirations. 69 n'est pas loin, où on a 4 empereurs quand même, où tout le système a chancelé à cause d'un mauvais empereur comme Caligula. Là, Caligula ça aurait pu basculer, mais il a été éliminé avant de faire trop de mal. Claude était un bon administrateur, mais un peu pâteau, mais il a fait son temps. Et puis Néron a de nouveau gâché l'esprit augustin. Et puis les Flaviens le retrouveront. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils restaureront la religion, les institutions, etc.
il réapplique le programme d'Auguste. Et les Sévères feront la même chose 2 siècles plus tard, à leur manière, évidemment. Merci tout d'abord. Je me demandais si les contemporains d'Auguste, que ce soit à Rome ou dans l'Empire, ont eu la perception de ces modifications presque constitutionnelles. C'est-à-dire que est-ce qu'ils ont considéré qu'on restaurait simplement la République ou que vraiment un nouveau régime s'installait, et quel était le nom qu'on pouvait lui donner à ce moment-là? Comment ça apparaît chez les contemporains? Vous avez raison. Ils se sont aperçus que la paix était revenue. On ne se battait plus. On ne donnait plus des contributions à la guerre. Il y a des villes qui avaient même engagé leurs remparts pour payer la dette des guerres qu'ils devaient aux différents chefs des guerres. Donc tout ça, c'était fini. Et bien fini. D'autre part, ça recommençait à fonctionner. Les institutions commençaient à fonctionner. Et ça, à Rome, on le voyait très bien. Vers 20 avant Jésus-Christ, les élections recommencent. On se bat d'ailleurs pendant les élections. C'est pour ça qu'il est revenu Dardare de Syrie pour ramener l'ordre. Ils étaient si soulagés à Rome qu'ils ont fait un temple pour fortune de son retour sur la Via Appia au premier mille, où on passe dans la Rome civile, où les gouverneurs de province, les commandants d'armée déposent leurs armures et leurs vêtements militaires. C'est là où il entre dans Rome, la fortune de son retour heureux, etc. Non, c'était incertain, mais les gens savaient qu'il se passait des choses. Et à Rome, ils le voyaient, évidemment. Et je vous dis, ces chantiers qui ont dû rendre fous les Romains, c'est à peu près ce qu'est actuellement la circulation à Paris, pour de toute autre raison, mais aussi pour des raisons idéologiques. Auguste faisait voir que l'ordre est revenu, on restaure la religion et les temples. Et donc des charrettes partout, des tas de pierres, de sable partout. Ça, on le savait. On voyait que ça. Et puis, on allait voter. Le peuple de Rome allait voter. Il entendait les discours, les pour, contre, etc. Ils étaient informés. En Italie, c'est pareil, parce que l'Italie vivait à l'unisson avec Rome depuis la guerre des alliés italiens. Et tout ce qui se passait à Rome, ils le savaient tout de suite, ils approuvaient ou non. Dans les provinces, c'est évidemment plus compliqué, parce qu'à cause de la guerre civile, il y avait un grand désordre dans certaines provinces. Par exemple, en Syrie, les Parthes qui existaient déjà avaient provoqué du chaos pour passer l'Euphrate et commencer à grignoter. Et il y avait d'autres problèmes sur d'autres frontières, sur le Rhin par exemple. Et donc là aussi, il y a eu des mesures, évidemment. Des armées sont venues, on a recomposé, on a licencié, il y avait 80 légions sous les armes. Et ça faisait un nombre, ça coûtait d'ailleurs une fortune, ça faisait une quantité de vétérans politisés, dangereux. Donc il a réduit ça à 30 légions. Et dans toutes les provinces où elles étaient stationnées, eh bien, on voyait que des vétérans partaient à Nîmes, à Arles, à Trèves, n'importe où. Non, à Trèves, il n'y en avait pas. Pour créer des colonies. Et il a dissous les 2 tiers de l'armée romaine, si vous voulez. Ça se voyait dans les provinces. Et puis, il y a des gestes comme ce que vous voyez au tableau. Les dons, enfin, les temples avaient tous une fortune du dieu. Souvent, les cités saisissaient cette fortune, mais remboursaient immédiatement. Mais Antoine a purement et simplement pillé tout ça pour agrandir sa caisse des guerres. Et Auguste le fait rapporter de façon spectaculaire. Et si ça se passe dans les capitales, ça se sait dans les provinces. Donc je dirais qu'avec le temps qu'il faut pour qu'on n'ait pas, à l'époque de la radio ou des journaux ou de la télévision, mais les choses se diffusent quand même lentement, et surtout quand vous voyez que 50 légions, les soldats tout d'un coup partent de chez vous et vous n'avez plus à payer, vous n'êtes plus rasié, vous n'avez plus de bagarre le samedi soir. Enfin,
je ne sais pas s'il y avait un samedi soir, mais c'est fini. Là, vous voyez, et ça ne revient pas. C'est la paix. Vous pouvez circuler, et dès ce moment, on commence à circuler de nouveau dans la Méditerranée, comme on ne l'avait plus fait depuis Pompée avait ouvert la Méditerranée, en réglant le problème des pirates, surtout de Dalmatie, où il y avait des nids de pirates qui terrorisaient toute la Méditerranée. En 60, avant Jésus-Christ, on n'osait plus prendre le bateau. Jules César lui-même s'est fait capturer et racheter pour... sinon, il aurait été tué, etc. La guerre civile a ramené la même chose pour d'autres raisons, mais à partir de 30, vous pouviez de la mer Noire aller jusqu'en Espagne en bateau sans être rançonné, sans être tué, etc. Donc il y avait des conséquences. Et puis on remettait dans l'ordre les finances locales, on restaurait les villes qui étaient souvent détruites, etc. Ça a mis un certain temps, mais on voyait qu'il n'y avait pas de continuité dans l'horreur, comme jusqu'à présent. On voit que tout d'un coup, ça s'arrête, et les gens, je suppose, heureux, on dit, est-ce que c'est bon ou c'est trompeur? Et non, ça a été bon. Et ça a duré jusqu'au IIIe siècle, avec quelques petites guerres civiles de temps à autre, mais ce n'était plus la guerre civile dont nous parlons pendant un siècle. C'est le monde romain tout entier était en cause. Hein. D'autres questions? Non. Bon, ben, écoutez, je vous invite à profiter de la séance de dédicace. Et puis, je vous rappelle aussi que la prochaine conférence aura lieu samedi soir à 18h15. Donc, on accueillera Anna Heller qui va nous parler du culte impérial dans les provinces orientales de l'Empire. Donc là, c'est vraiment un cas particulier. C'est un sujet passionnant, mais qu'on ne traite pas dans notre exposition. Donc, c'est l'occasion aussi de le découvrir. Oui, c'est voilà. très, très utile parce que ça vous montre, c'est autre chose en Orient et pas du tout ce dont nous avons parlé ici. Alors c'est à 18h15. C'est samedi, ce samedi-là, le samedi 11. Je vous souhaite une bonne soirée.